là, ah oui, c'est mon glitch. Donc, comme je l'ai dit, donc je vais pour l'instant, donc l'exercice c'est de montrer à partir, par exemple, d'un plan de formation, comment on se connecte au Learning Hub, on se connecte à un environnement du Learning Hub et comment on peut dérouler les scope items. Donc, on prend n'importe quel plan de formation. Hop là, si je regarde dans le plan de formation, vous allez avoir tous les petits codes là, J45, BNX, DX9C, tout ça. C'est des scope items que vous retrouvez nécessairement dans. Si je vais à chaque fois avec le lien, hop là, euh, Discover, tous les favoris. Donc, toujours dans le Process Navigator. Donc, dès que vous avez un scope item, vous devez vous dire Process Navigator, SAP Signavio. Donc, vous allez sur SAP For Me avec votre compte et votre US User. Je vais sur SAP Signavio. Je regarde dans la partie Search in SAP Signavio Process Navigator. Je vais taper J45. Je fais entrer. Je vais avoir donc les solution processes. Est-ce que je fais du public ou du private? Donc, pareil, hein, par rapport à ce que vous allez faire dans le Learning Hub ou sur le bac à sable, bah, vous dites, voilà, je suis sur le cloud public, donc je regarde sur une 2508. Donc, je cocherai dans ce cas-là Public Edition. Et après, vous avez ici, donc, tout le monde doit être maintenant sur une 2602. Il y en a peut-être encore sur le Learning Hub en 2508. Le bac à sable, lui, il est sur une 2602 et ici, la 2508. Alors, sur le bac à sable, sur le private, on est sur une 2021. Donc, il faut utiliser au moins la 2022 qui est la plus proche. Donc, si je prenais, voilà, donc je commence, j'ai mon petit plan de formation. Dans mon plan de formation, on me dit, voilà, il faut que je commence par le J45. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis ici, j'ai fait J45, je suis sur une 2602, je clique ici. Je regarde surtout aussi le point qui est important. Là, je me positionne plutôt sur la France pour que vous ayez dans le Learning Hub les informations par rapport au code pays. Attention, toujours le même principe, j'insiste bien. Le Learning Hub, vous aurez bien l'ensemble des master data qui ont été préconfigurés. Dans le bac à sable, rien ne nous dit que vous ayez l'ensemble des master data. Donc le bac à sable, j'insiste lourdement, le bac à sable, c'est pour des gens qui sont autonomes, hein, qui savent créer des données de base, qui savent dérouler le scope item sans avoir nécessairement le scope item sous les yeux. C'est comme tout, on fait ses gammes sur le Learning Hub, on est à l'aise pour dérouler les flux, on peut aller après faire le joujou dans le bac à sable, notamment pour faire des flux croisés. Donc là, j'ai le setup instruction, le test script, donc je fais ici test script, il va me télécharger le support. Donc ici, je m'ouvre mon support sur le J45. Une fois que j'ai le J45, OK. Les points importants, hein, système remote. Donc là, ça va être l'accès soit au Learning Hub, soit au bac à sable. Donc là, c'est pour ça, système access. Donc ici, voilà. Et surtout, les points importants, si vous voulez dérouler tout le processus, le plus important, c'est que vous ayez dans vos rôles ces éléments-là. Donc là, c'est tous les rôles que vous devez avoir. Donc là, rôle template. Donc, je positionne. Maintenant, je vais dans le Learning Hub. Donc là, je vais faire juste un remove. Alors, on est, donc là, on est, hop, remove practice system. Je vais dans les practice systems. Je fais du procurement. Donc déjà, je peux taper par mot-clé. Je peux regarder déjà procurement. Je regarde ici procurement et je fais surtout attention. Est-ce que, voilà, après, sur les produits.
Donc ici, je regarde, hein, j'ai S4ANA. Si je vais regarder ici, je fais Apply. Là, j'ai de la 2508. Donc là, je vais choisir, donc je suis 2508. Donc si j'avais suivi la logique sur ici, je suis là, je regarde par rapport au Learning Hub, je télécharge la partie 2508. Parce que si vous suivez à la lettre le scope item, il peut y avoir des tuiles qui peuvent être en deprecated et d'autres pas. Donc là, partons du principe, hein, vous le voyez toujours aussi dans le site, hein, J45 S4 Cloud 2602. 2508. Donc je me connecte maintenant au système de démo. Je clique dessus. J'ai pris soin au préalable d'avertir dans le groupe WhatsApp que je vais faire du practice system pour éviter que les gens se déconnectent les uns les autres. Donc je fais enroll, je confirme. Hop là, je clique sur Access. Après, rien ne vous empêche ici éventuellement de télécharger, parce que vous avez même ici Exercise, donc différents éléments. Alors, je n'ai pas téléchargé, je peux regarder ce qu'il y a dedans. Hop là, vous téléchargez tout ça, et même les cours. Hein. Donc vous avez tous les éléments pour pouvoir commencer. Donc on clique sur Access. Alors la première chose qu'on peut faire, lorsque dans ce cas-là, on est sur le Learning Hub, c'est de s'assurer qu'on a bien accès à l'ensemble de ces rôles. Donc là, CFBR, hop, je les ai là, hein, donc j'ai les templates. Donc c'est parti. Donc on identifie, donc je suis connecté. Donc là, hop là, je vois les différents menus. Si je regarde surtout là, je suis bien l'utilisateur, hop là, donc je me le note, hein, donc celui-ci. Si on Je a vais le choisi mettre. le bon cours, ils vont y être, les rôles. Oui, mais dans le doute, comme ça, au cas où, si vous voulez être sûr pendant tout votre parcours, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous êtes ici, vous dites, bah tiens, j'aimerais tout compte fait, en plus du J45, faire du BD9, bah, vous n'allez pas sortir du BD9 pour après vous reconnecter sur des environnements pour faire du sales. Donc là, vous avez peut-être parties sales, hein, c'est-à-dire que si je regarde ici dans la partie sales, alors donc là, c'est bien, j'ai la partie sales order, ce qui me permettrait, voilà. Donc pareil, hein, si éventuellement, quand vous allez dans la partie App Finder et que vous ne trouvez pas les tuiles, toujours le même principe, vous regardez par rapport à tous les rôles que vous avez besoin. Là, si par exemple, j'ai besoin de, voilà, de ce rôle-là, toujours le même principe, je fais CTRL-C. Là, vous avez les informations. Je me positionne sur hop là, mon environnement. Je tape ici Business Role. Je regarde surtout après à chaque fois pour être sûr de ce que je recherche. Ici, vous voyez, c'est BR quelque chose. Vous regardez la structure générale, parce que des fois ici, vous pouvez avoir dans la structure ici SAP BR. Donc là, ici, ça aurait tendance à être plutôt voilà. Donc Business Role ID. Donc j'ai dans Business Role ID, je cherche BR BPC Expert. Voilà, je l'ai bien. Donc je vais ici, je rentre à l'intérieur. Je regarde après sur Business User. Ah, faut que je te... Voilà. Il y a un peu de temps. Soit on peut passer par Maintain Business Role et après vous ajoutez votre user
au business role. Ou, deuxième option, vous allez dans Maintain Business User cette fois-ci, et vous allez vous ajouter le rôle. Donc, soit vous avez le rôle, vous ajoutez l'utilisateur, soit vous partez de l'utilisateur pour vous ajouter le rôle. Même principe, hein, puisqu'on a le user. Je vais ici, je me note. Moi, je suis donc le last name business user. Donc, ce n'est pas le user ID, c'est le person ID. Non, c'est user ID. Est-ce que c'est pas 0016? Username. Voilà. Donc, username à 0016. Je vais dedans. Je vais dans la partie Assign Business Role. Je regarde ici la structure. Je clique sur Add. Je suis sur mon fichier. Je regarde ici, SAP BR. Là, ici, c'est tous les rôles que vous n'avez pas. Là, qui peuvent être assignés. Donc, même principe. Hein. Je regarde là. Je tape BR, BPC Expert. Je fais entrer. Alors, des fois, est-ce qu'il ne l'est pas? On va chercher avec SAP BR, BPC. Il ne trouve pas non plus. Alors, est-ce que je l'ai peut-être déjà? Non, j'ai pas tous les rôles. Voilà, ce qui n'existerait pas, on va juste chercher dans ce cas-là ce qui contient le mot expert. Est-ce qu'il y en a? Process Automation Payable Management, BPC Expert. C'était pas ce que je cherchais parce que là, c'est le rôle. Configuration Expert Business Process Configuration. Là, oui, c'est du BPC. Donc, BPC, ouais, c'est celui-ci. Voilà. Bon, il a été créé sous un autre code. Donc, des fois, quand vous avez trouvé pas, cherchez plutôt avec des mots-clés. Je trouve le business role. Je fais appliquer. On va regarder qui nous l'a bien affecté. Voilà, il est bien ici. Vous faites sauvegarder. Uniquement si, lorsque vous allez dérouler le flux, vous ne voyez pas l'application. Donc, si vous prenez Procurement, vous êtes dans la cible. Donc, à chaque fois, basez-vous plutôt toujours sur l'intitulé Procurement of Direct Material. Si vous tapez Procurement, vous allez pouvoir y aller. Après, vous avez ce qu'on appelle des étapes préliminaires. Alors, pareil, au niveau des master data. Ça, c'est ce qu'on doit retrouver dans l'environnement du Learning Hub. Des données qui sont préconfigurées sur des divisions. Donc, pareil, hein, à la différence entre toujours le même principe, entre un bac à sable et Learning Hub, dans un bac à sable, vous n'avez peut-être pas forcément la 1210, vous avez KP01. Donc, est-ce qu'il faudrait créer la 1210? Non, parce qu'encore une fois, c'est un bac à sable qui sert pour faire de la démo auprès de clients, que les consultants se forment. Donc, pour un consultant, de savoir que c'est une 1210, une 1110, une KP01, une CDA1, ça ne pose pas de souci, il doit être autonome. Donc là, si je prenais les éléments, je prends le scope item, je regarde ce que je vais dérouler. Donc, je prends par exemple l'étape numéro 1. Je vais aller ici, Procurement of Stock Material. OK. Là, ici, hop là, première chose. Voilà, par exemple, créer une fiche info achat. Donc là, je suis tout simplement la procédure. Donc là, il me dit, bah, je me connecte, je suis bien connecté au Learning Hub, accéder à l'application Open Manage, OK. Bah, je fais là, tout simplement. Donc, je retourne là, ici, je suis là, je prends l'application. Je suis vraiment à la lettre ce que me dit le Learning. Après, il me dit, voilà, l'écran s'affiche. OK. Après, il me dit de faire créer. D'accord, je fais créer. Je clique sur créer. Je continue. Je repasse dessus. Il me demande de créer une fiche info achat. Standard, 1210, 123. Alors, l'exercice du Learning Hub, bah, si vous êtes tous vous connectés les uns après les autres, bah, il est clair qu'il va y avoir toujours la même fiche info achat qui va exister.
Alors, si éventuellement elle existe déjà, bah, vous prenez un autre fournisseur qui existe dans la base ou un autre article. Donc ça, après, c'est toute la différence entre une capacité à faire toujours la même chose et à être dans la répétition aveugle et de se dire, bah, si le système me dit qu'il existe déjà une fiche info achat, peut-être que avant de créer une fiche info achat, la bonne pratique, si, hein, tout n'est pas forcément écrit dans les livres, et c'est pas marqué non plus dans les livres où ils vont dire, bah, vous regardez préalablement avant de créer votre fiche info achat qu'elle n'existe pas. Qu'est-ce que je fais en premier? Bah, je vais regarder si un de mes petits camarades n'a pas déjà créé cette information-là. Donc, je prends mon fournisseur, je retourne ici, je regarde mon fournisseur, je fais entrer. Donc là, typiquement, on peut être aussi là dans le Learning Hub. Des fois, eh ben, vous avez toutes les master data qui n'existent pas non plus. Donc là, vous allez être coincé. Donc, même principe, bah, je vais regarder quels sont les fournisseurs qui sont dans la base. Donc là, on est sur de la 12.10. On va déjà vérifier si la 12.10, elle existe. Là, ça vous donne un ordre d'idée. Si vous voyez que du 10-10, du 17-10, 17-10, c'est USA. 10-10, c'est DE. Donc, quand vous êtes et que vous voyez dans le Learning Hub, toute transparence, vous aurez toujours de la 10-10, de la 17-10, c'est sûr, vous les aurez toujours. Les autres, type l'Espagne, la France et tout, l'Italie, il ne faut pas trop y compter, donc vous n'aurez pas beaucoup de chance. Donc là, vous regardez, hein, compagnie code, 10-10, 17-10. Donc pour vous, ça, c'est égal à, je retourne là, plutôt que de se dire, bon, bah, je vais passer France, je vais aller chercher l'Allemagne. Je prends l'Allemagne. Ça va être simple. Là, vous êtes sûr d'avoir les données. Bah, souvent, on fait toutes les données avec de l'Allemagne parce que comme SAP est allemand, ce qui serait la même chose hein, si on était avec du Cegid, bah, Cegid étant français, bah, leur jeu de test, il est plutôt basé sur des informations françaises. Donc là, GDE, donc j'ouvre la même chose. Donc vous allez voir, ça va plus être l'organisation d'achat 12-10, mais ça va être l'organisation 10-10. Donc je retourne, c'est exactement la même chose avec l'extension DE, mais vous allez avoir dans les informations hein, qui sont master data et données organisationnelles, une petite différence. Donc je me positionne ici, je retourne là, je descends, et cette fois-ci du 10-10. Bah, je vais regarder. Toc, toc. Maintenant, je prends ce fournisseur-là. Hop, fournisseur. Ah, bah voilà. Donc ça tient un petit, à peu de choses différentes. Après, si vous voulez se baser sur ces données-là, bah, quand vous êtes un petit peu plus alors, mature sur la solution, bah, comme a fait Rachida à un moment, bah, vous faites un export de tous Mm. les fournisseurs qui sont sur la 10-10 et vous vous dites, ah bah tiens, je voudrais les étendre sur la 12-10. Ça peut être aussi un exercice qui est sympa bah, pour vous entraîner. Demain, vous êtes, je sais pas, sur une migration sur un Carvin. Bah, sur un Carvin, bah, vous allez peut-être. Tout le monde sait ce que c'est un Carvin hein, ou un carve-out? Moi, non. Moi non. Donc, un carve-in ou un carve-out, un carve-in, vous êtes sur une société qui est sur SAP et vous rachetez une autre entité. Donc, vous voulez intégrer à votre système cette nouvelle entité. Donc, soit bah, c'est deux sociétés qui vont exister ou ça peut être une société qui va faire l'objet d'une intégration dans la nouvelle société avec une division, un magasin. Donc là, typiquement, on fait un carve-in pour Panier d'essence qui rachète la maison du savon qui est en liquidation judiciaire. Donc ça va être un carve-in avec intégration d'une division sans pour autant prendre en compte la société. Demain, il va y avoir un autre carve-in. Ils vont avoir un carve-in aussi avec les États-Unis, un carve-in avec les Pays-Bas, avec l'Allemagne. Donc à chaque fois, c'est l'intégration dans le système d'une entité. Un carve-out,
alors là, je sais plus, j'ai plus le nom de la société en tête. On fait une scission dans l'entreprise. Donc, par exemple, une entité vend une partie de son activité à une autre entité. Donc, il faut décommissionner, en gros, cette partie-là. Donc, on fait la décommission dans le système et après l'intégration dans un nouveau système de cette nouvelle société à part entière. Donc, ça peut être dans un système complètement neutre, quand je dis neutre, nouveau, où il n'y a rien, ou ça peut être, dans ce cas-là, on fait un carve-out avec un carve-in. On sort et on rentre. Et donc, dans l'hypothèse, par exemple, d'un carve-in, vous allez avoir la migration des nouvelles informations. Quand je dis nouvelles informations, ça va être les nouveaux centres de coûts, nouveaux centres de profit, des fournisseurs qui peuvent être communs éventuellement, des clients qui peuvent être communs. Et dans ce cas-là, vous allez devoir faire une extension, la création des fiches info achat et la création des business partners, la création des banques. Donc voilà. Donc là, c'est un petit joujou. Donc je peux vous montrer à quoi pourraient ressembler, par exemple, ces fichiers d'intégration. Qu'est-ce qui se passe au niveau comptable? Stock sur ces articles? Dans le Carvin, Hein? il faut réintégrer les stocks. Donc, dans ton Carvin, on va faire via le Migration Cockpit la réintégration des stocks dans la division, dans la nouvelle division qui est créée. D'accord. Donc, par exemple, je peux vous montrer à quoi ressemble donc un fichier d'intégration des banques. Donc voilà à quoi donc ça une partie du fichier d'intégration. Donc là, par exemple, données sources pour objet de migration pour les banques. Donc on va retrouver le pays, la clé bancaire, le nom de la banque et le code SWIFT. Donc là, on va retrouver ces informations-là après dans l'application qui s'appelle Manage Bank Master Data. Donc ça, c'est l'exemple d'un fichier d'intégration pour les banques. Je vous montre aussi dans le Migration Cockpit à quoi ressemble un fichier d'intégration pour les fournisseurs. Donc là, c'est un petit peu plus grand. Donc vous avez, voilà, toujours le même principe, hein, les données générales. Alors, tac, ça, je vais masquer celui-ci. Un peu là. Hide. Donc après, voilà, un code, donc tout dépend de la numérotation. Est-ce que vous voulez que ce soit une numérotation interne ou externe? Et après, toutes les informations sur ce fournisseur. Donc, il faut renseigner après toutes les jolies tabulations que vous avez ici. Et après, des fois, repasser un petit peu dans la moulinette d'une IA pour lui dire est-ce que tu peux regarder la cohérence? Est-ce qu'il n'y a pas de coquille? Par exemple, typiquement, euh, le Migration Cockpit, ce n'est pas un outil intelligent. Il ne va pas vous dire tout ce qui ne va pas dans votre fichier. Il le fait un à un. Vous faites une première intégration, il dit il y a un souci sur les emails. Il s'arrête. Vous refaites un deuxième. J'ai un souci sur le zip code. Il s'arrête. Donc, vous devez à chaque fois, vous pouvez faire beaucoup d'itérations. Donc, si vous voulez éviter de faire 50 itérations, regardez d'abord la structure générale de votre fichier, s'il est bon. Sinon, vous allez y passer beaucoup de temps, beaucoup trop. Donc, ce qu'on fait dans tous les cas de figure, les clients et tous les clients, pour ceux qui savent déjà, vous disent toujours non, mais la migration de données, non, mais c'est bon, on va compléter le fichier, on sort ça du périmètre, on va essayer de faire de l'économie. Sachez que dans 99,9% des cas, les clients reviennent vers vous pour dire non, mais est-ce que tu peux m'expliquer comment on remplit correctement en gros le fichier? Donc, là, par exemple, dans le fichier, ils ont mis dans la même colonne, à un moment, ils n'avaient pas mis les bons, ils avaient mis des emails sans le point .com ou le arrobase est oublié. Donc, c'est plein de petites choses comme ça. C'est ce qui fait perdre énormément de temps. Donc, voilà à quoi ressemble la structuration d'un fichier de migration. Donc, si on revient toujours sur le petit déroulé, donc si vous voulez absolument faire des flux avec la 12.10, dans le Learning Hub, je pense qu'il n'existe aucun environnement où vous allez avoir de la 12.10. Pareil, dans le bac à sable,
vous n'aurez pas nécessairement des fois de la 12-10 non plus. Tout dépend si le préconfiguré du bac à sable est avec la 12-10. Donc, la 11-10, la 17-10, vous les retrouvez partout dans les environnements Learning Hub. Prenez le modèle allemand. De toute façon, si vous prenez le modèle allemand ou le modèle français, de toute façon, ça sera en anglais. Donc, téléchargez toujours en allemand. Donc, je prends le fournisseur, je regarde s'il existe une fiche info achat ou des fiches info achat. Après, je prends tout simplement mon code article. Je vais regarder ici, TG0011. Il n'y a pas. Donc là, c'est top. Donc là, vous pouvez y aller. Si éventuellement, soit le fournisseur, soit l'article existe, le bon réflexe, vous créez un nouveau fournisseur par copie. Vous créez un nouvel article par copie. Ça prend 2 secondes. C'est très simple, il existe déjà. Comment je veux créer par copie? Je vais dans Manage. Hop là. Product. Voilà, je vais ici. J'ai bien noté, c'est le T00011. OK. Je fais ça. Avec chrono en main, ça doit prendre moins d'1 minute. Je fais là. Je fais ici. Je fais copier. Je fais OK. Je cherche. Là, je modifie absolument rien du tout. Faut être sûr de l'article quand même. Ah c'est ton article, tu vas l'avoir, tu l'as ici, donc tu bases exactement sur ce que tu as dans ton scope item. Là, ici, après, tu te mets éventuellement un petit truc pour dire, voilà, MQU, ça, je sais comme ça, c'est le mien. Vous pouvez éventuellement mettre un autre numéro, mais sinon, vous laissez le système le faire. Ou sinon, vous pouvez dire, est-ce que je fais TG011 B? Mais laissez plutôt le système incrémenter automatiquement un numéro. Et là, je clique sur créer. Là, il va vous mettre le petit message warning pour disant, est-ce qu'il existe un potentiel? Oui, oui, c'est bon. Ah, ça peut être TG0011 et vous rajoutez un 1. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui permet de dire, OK, c'est mon code et pour le s'y retrouver. Donc là, c'est pareil. Hop, c'est bon, j'ai créé mon petit code. Je retourne sur l'activité récente, les fiches info achat. Hop là, je fais créer. Comme ça, je sais que j'ai un élément. Après, je suis tout simplement le scope item. OK, il me dit fiche info achat standard, organisation d'achat, ce fournisseur. Là, je remplace par mon article et c'est parti. Après, vous avez juste à se dire, voilà, l'organisation d'achat, OK, je peux utiliser le match code, hop, voilà. Est-ce qu'il me demande de renseigner la division? Oui, OK, donc je renseigne la division. Hop là, je mets mon code article, je mets le fournisseur, je fais entrer. Il demande OK, le groupe d'acheteurs, là c'est bon. Donc après, j'ai plus que tout simplement après à suivre le scope item. Il me demande dans les données générales que c'est valable jusqu'au 31/12/99, OK. Donc j'essaye après de me repérer par rapport à ce qu'il me dit. Ah OK, disponible à partir d'aujourd'hui, 24/02/2026, jusqu'au 31/12/2099. Je continue. Il me demande de mettre du Xwork Incoterm, OK. Donc là, voilà, il met Xwork. Donc vous l'avez bien compris, après vous suivez tout simplement là ce qu'il y a dans le scope item. Après, si vous voulez mettre 20% au lieu de 10%, si vous voulez mettre 2 au lieu de 1, ça ne posera pas de souci. Ouais, ça peut être sympa pour voir si vous mettez n'importe quoi, si vous êtes capable de vous y retrouver, de dire, ah oui, l'erreur que j'ai faite, ça se trouvait au niveau de la fiche info achat. Des fois, ça peut être sympa de faire des faits ailleurs. Donc là, je mets les informations.
Donc, OK, je mets 10 pièces, mais je mets 10, enfin, je mets volontairement n'importe quoi. Là, hop, là, je peux dire voilà, automatique, tac, good receipt. Je veux une clé de confirmation qui me permette avec là. Je peux regarder aussi les Randy Profile. Voilà, il n'existe pas. Donc, je redis aussi, hein, dans le Learning Hub, vous ne pouvez pas faire à la fois du flux et du CBC. Ils ont cloisonné, c'est-à-dire qu'ils ne veulent surtout pas que les personnes puissent, dans le Learning Hub, venir casser la machine. J'ai cassé la machine, vous pouvez, alors peut-être moins sur le cloud public, mais plus sur du SPRO. Sur du SPRO, vous pouvez casser quelque chose. Donc, pareil, hein, pour ceux qui font du bac à sable, vous avez accès au SPRO, mais vous prenez la responsabilité que si vous supprimez des choses, que c'est cassé, bah, ça verrouillera les autres, et surtout, on fermera les vannes. On dira, bah, maintenant, plus personne n'a accès à la 2021. Donc, ce n'est pas arrivé. C'est arrivé il y a 3 ans. Il y a une personne n'a pas fait gaffe sur le ledger. Bah, il a tout cassé. Et il ne l'a pas dit. Mais on a vu après qui c'était. Donc, les données, c'est renseigné. Je fais créer. Ah oui. Donc là, il me demande de renseigner. Je n'ai pas renseigné le prix. Je fais créer. Je fais appliquer. Donc, c'est aussi simple que ça de dérouler des flux dans le Learning Hub. Vous allez chercher, donc vous avez votre petit manuel que Julie a fait, dans lequel vous avez par exemple plan de formation SAP Cloud FI CO SD MM, avec les différentes phases. Là, il vous dit, moi, 1, vous avez tous les scope items. Donc, je prends par exemple le J58. Là, éventuellement, il y a aussi des informations là, c'est à la fois du cloud, mais du cloud private avec du on-prem, avec des fois des informations pour aller faire de l'objectif, parce que si l'objectif, c'est aussi de faire du SPRO, bah, c'est typiquement, on peut ajouter, bah, vous allez après dans le CBC et vous créez votre propre structure organisationnelle. Mais suivez plutôt la partie scope item à couvrir. Oui, une question? Comment vous expliquez la personne qui aujourd'hui n'a pas pu trouver sa tuile? Pas pu trouver sa tuile. Il y a quelqu'un Laquelle? hier, je sais pas, il y a quelqu'un hier hier ou aujourd'hui qui a dit qu'il cherchait une tuile qu'il n'a pas trouvée. Ah, c'est Ah moi, bah, je pense, c'est moi, mais en fait, j'ai trouvé, en fait, c'est moi, ce que je voulais faire, c'était pas par rapport à un scope item, c'est je cherchais l'application qui s'appelait Export Master Data Business Partner, que oui, j'arrivais pas à trouver, donc j'ai été dans la librairie Fiori, voilà, j'ai voilà. trouvé le rôle, je me suis mis dans le rôle, mais hein, ça marche pas. J'ai cherché, j'ai encore cherché, et en fait, il y avait un business catalogue qui était deprecated, et C'est ça. j'ai dû me rajouter le business catalogue, et c'était bon. Oui. Il Non. y a, il y a toujours, hein, dans la tuile qui s'appelle Maintain Business, il indique en fait les catalogues qui sont dépréciés. Et donc là, il faut toujours les mettre à jour. Donc si je fais par exemple business. J'ai même hésité à supprimer le deprecated, mais je ne l'ai pas fait. Mais j'ai essayé. Non, non, faut pas faire ça. Ah voilà, d'accord, ok. Je l'ai Non, pas non, fait. il faut vraiment se dire que dès qu'il y a, sinon SAP n'aurait pas fait cette tuile-là, ça se met à jour en automatique. Donc à partir du moment où là, dans n'importe quelle tuile, le système, même quand tu regardes dans n'importe quel environnement, il y a toujours, là si je ne sais plus sur lesquels, si je tapais par exemple là sur le Learning Hub, même dans le Learning Hub, si je tape juste deprecated, tu vois, toutes ces applications-là Ouais. restent quand même Mm. Je crois que jusqu'à ce qu'elles disparaissent de facto, mais parce que tu as encore des personnes qui vont utiliser, non pas parce que c'est vraiment obsolète, mais typiquement, on a le cas de figure, alors plus pour les personnes qui sont plus initiées, par exemple sur la 2602. Si vous avez dans la nouvelle tuile Process Purchase Requisition,
si vous avez géré du QM, si vous avez des rending profiles, tout ce qui ne se gère pas dans les nouvelles fonctionnalités, dans la tuile, dans la 2602, quand vous faites Process Purchase Requisition avec des informations qui n'existent qu'en WebGui, bah, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on est limite obligé d'utiliser Process Purchase Requisition Deprecated, qui correspond à la V1, pour pouvoir continuer à faire de la conversion de DA en commande avec un mix Fiori WebGui. Il envoie un message quand même. Ah non, le message, il n'est pas du tout parlant. Ok. Voilà, donc c'est pour ça que les gens, des fois, voilà, continuent à utiliser ici Process Purchase Requisition, parce que quand tu fais cette Process Purchase Requisition et que tu as, par exemple, un rounding profile, bah, le système, il va te basculer automatiquement sur la ME21N à la sauvegarde. Dans la nouvelle Process Purchase Requisition, en fait, SAP se retrouve à bloquer. C'est-à-dire qu'il te met un petit pop-up, mais il ne te dit pas pour autant, c'est pas que je n'arrive pas à créer un WebGui. Donc, tu es obligé soit d'utiliser celle-ci, soit d'utiliser les pures applications WebGui type la ME57. Donc, c'est pour ça que un certain nombre des fois sont toujours là. Je pense que c'est toujours se dire, vous allez avoir une transition douce. Donc après, sur les certaines tuiles, vous allez aussi avoir le petit bouton que vous avez peut-être vu ici. Est-ce que vous voulez continuer à utiliser l'ancienne ou rester, par exemple, un remind later? C'est-à-dire que moi, je veux continuer, ou si je veux passer sur la nouvelle, j'ai juste à faire ça. Donc en soi, D'accord. tant que ça existe dans le système, c'est que la conversion n'est pas faite. Quand elle est complètement finalisée, si par exemple je fais Manage Purchase Order, avant vous aviez, c'est plutôt Manage Sales Order. Vous allez avoir Manage Sales Order, on va regarder. Voilà. Vous avez par exemple la classique et la V2. Donc des fois, vous allez aussi avoir ces particularités-là. Dans la Manage Sales Order, c'est la possibilité de faire à la fois de la création Process Sales Order ou de passer toujours par la fameuse VA01 en WebGui. Dans Manage Sales Order version 2, tu n'as plus du tout l'accès à la VA01. Donc, pour les gens qui sont toujours habitués à faire du WebGui, ils vont utiliser celle-ci. Peut-être qu'à un moment, quand toutes les fonctionnalités seront couvertes, ici, ça sera Manage Sales Order Deprecated, version 2, jusqu'à ce que après elle soit plus, donc dans ce cas deprecated, mais elle n'apparaît plus du tout. Mais le bon réflexe, vous ne trouvez pas, comme tu l'as fait, toujours aller voir dans Lights, dans la librairie, d'aller chercher à chaque fois, par exemple, voilà, export. Voilà, donc j'ai les fameuses 3 applications qui nous permettent de faire de l'export. C'est le master data pour les articles, celui pour les business partners et pour les relations. Après, le point important, quand vous utilisez cette huile-là, je l'ai évoqué, c'est que elle fonctionne en binôme. C'est que vous allez utiliser après derrière l'application qui s'appelle Manage Mass Maintenance. Je fais un export, je veux après recharger mon fichier. Soit je veux recharger mon fichier, ou bien je peux utiliser cette application-là sans utiliser un fichier. C'est-à-dire que de façon linéaire, je souhaite modifier en masse toutes mes fiches produits avec le groupe d'acheteurs. Create process. Là, c'est bien marqué ici. You can process without importing a file. Just leave the import file with empty and choose. Là, par exemple, si je faisais purchasing group. C'est la même 17, ça? C'est la MM17, mais en beaucoup mieux. Ok, La MM17 existe toujours. d'accord. Ah ouais, mais c'est pas la masse, mais Oui, c'est ça. C'est quand tu as la masse, qui est masse, qui est l'application chapeau, chapeau. et après tu as un ensemble d'applications secondaires qui est, tu sais, la Mémacine, la Oui. XK99, la FD99, la Mémaspo, la MM17. Et ça existe toujours, ça? Alors, dans
Le WebGui, oui. Dans le cloud, tu as encore quelques reliquats. Si par exemple, je tape ici, tu vois, Ah ouais, il te, d'accord, All Version. Ok. mais la simplicité de celle-ci est quand même plus intéressante parce que par exemple, là, je fais du custom. Je suis un utilisateur. Je ne connais absolument pas de nom, les champs techniques. Mhm. Je vais arriver ici. Donc, j'ai un petit tableau qui me permet Table and Field Name. Donc là, je vais attendre que ça charge. Par exemple, je lui dis Purchasing Group. Donc, j'ai juste à taper Purchasing Group. Tu vois? Par rapport à MM17 où tu es Ah obligé de oui, faire tu sais, les petites jumelles pour passer, d'aller chercher jusqu'à trouver ça, c'est moins intuitif sur la ouais, MM17. ouais. Ici, bah, tu sélectionnes là. Et surtout, une grande différence entre la MM17 et ici, c'est que vous avez ici toute une partie où tu vas avoir une sorte de simulation. C'est-à-dire que tu vas avoir tout de suite tes données avant, après. Hmm. S'il y a un moindre souci, il va te le dire. Là, par exemple, je lui fais continue. Il va me demander après ma sélection. Alors, tu pouvais le faire hein, dans la MM17. Hein, tu peux très bien charger un fichier, bien faire le mapping de tes zones. Mais là, c'est tellement plus simple. Là, je lui dis par exemple, toc, 10-10. Bah, on va faire que le cas de figure avec, pour éviter de multiplier les codes articles. Bah, tiens, on va prendre justement celui que j'ai créé, hein, TG11. Le B, voilà, je mettais ça, je fais entrer, je fais c'est parti, je fais start. Celle-ci, elle donne plus de sécurité lorsqu'on le donne à des utilisateurs, on va dire plus à des key users. C'est vrai que c'est toujours compliqué de dire on donne la responsabilité à un key user sur je modifie en masse. Mais après, il faut qu'il soit en mesure de se dire si j'ai fait une connerie, de retrouver ce que j'ai fait, de pouvoir après recharger, de faire les corrections. Donc, celle-ci, elle donne quand même plus de garanties. C'est-à-dire que là, hop, il voit, il est dans Edit. Il se dit, bah tiens, je veux voir éventuellement ce qui va être modifié. Donc, il se positionne ici. Je fais Edit Record. Ça me permet d'aller voir tout de suite bah, la zone que je souhaite modifier. Je me positionne sur Blend Data. Là, par exemple, je souhaite, alors partir du principe ici, vous avez, je sais pas, 5000 articles. Tu veux que pour les 5000 articles, modifier le groupe d'acheteurs et le remplacer. Tu sélectionnerais toutes tes lignes ici. Tu fais Replace Value. Tu vas Mhm. chercher le nouveau groupe d'acheteurs. Je dis par exemple, je veux que ce soit le P002. Voilà. Donc, il viendrait automatiquement positionner bah, la valeur. Comme ça devait tout de suite. Si tu dis, ah ouais, mais avant de faire tout ça, est-ce que tu peux aussi te downloader bah, tout simplement le fichier comme ça, ancienne, nouvelle valeur, comme ça te permet de te dire, bah, si je dois revenir en arrière, bah, je sais ce que j'avais avant, après. Mhm. Mhm. Donc là, un peu là. Ça c'est bien ça. Donc là, il te dit, tu vois, il t'a passé la couleur en bleu. Donc tu sais que tu es passé de unchanged quelque chose à, pour l'instant, tu n'as encore rien modifié. Tu as la possibilité de toujours faire un rollback. Ici, je fais continuer. Là, pour l'instant, rien n'est modifié. Il n'a pas fait de commit, c'est juste Non, c'est une tout à fait. simulation. Il, Ouais, il te sécurise quand même au maximum ton processus ouais. de Mhm. modification. Il regarde aussi, là, il te fait quand même une simulation. Il va te dire, bah tiens, tu modifies le groupe d'acheteurs, mais par exemple, si tu as un souci d'une classe de valorisation dans ta fiche produit, bah, le système, il va te dire, je ne veux pas faire la modification parce qu'il y a une zone qui est en dépendance. Donc là, Ah, c'est pareil. Donc là, il te dit, là, du point de vue validation, tout est bon. C'est-à-dire que là, tu peux y aller. Mais même principe, hein, si tu veux, tu peux faire un delay, tu peux faire un rollback. Là, ici, bah, je fais donc continue. Tout est bon. Et là, il va procéder à ton commit. mhm. C'est simplifié là quand même. Mhm. C'est ouais. Enfin, c'est Bah, sécurisé surtout aussi. Hum, Ouais. et donc là, voilà. Donc tu as quand même entre la partie ici, remove and change et validation, et voilà. Donc et après, tu as aussi un audit trail qui te permet d'avoir les informations bah, du séquencement, de voir les détails qui ont été modifiés. Voilà. Donc c'est-à-dire que demain, tu peux aussi le produire à un auditeur. Mhm. Mhm. Donc voilà. De façon donc, générale, le Learning Hub, ça vous donne quand même le squelette. Donc toujours dans le principe, vous suivez
vraiment cette méthodologie-là. Vous essayez au maximum de vous coller, vous prenez un scope item, vous essayez de le dérouler. Alors, pour vous donner un ordinaire, moi, un scope item, celui-ci, je le fais en 1 heure. 4 heures, c'est déjà très bien. Ceux qui sont un peu moins à l'aise, bah, une bonne journée. Et ceux qui ne sont pas à l'aise du tout, ils peuvent mettre plus longtemps. Donc, après, un scope item, voilà, on fait en atelier quand vous faites dans la méthode Fit to Standard, dans la méthode Activate, ils préconisent 3 heures pour faire la présentation d'un scope item. 3 heures, c'est vous présenter à un client, il y a une interaction, il a des questions, donc vous êtes capable de rebondir. Mais pour pouvoir rebondir, il faut que vous ayez la bonne maîtrise. Mais surtout, j'insiste aussi sur ce point-là, ne faites pas juste le presse-bouton ou le copy-paste. C'est-à-dire que, voilà, c'est de se dire, vous créez une fiche info achat, le raisonnement, pourquoi je fais une fiche info achat? Voilà, à quoi ça sert? Et dans un processus du J45, bah, vous voyez, hein, il y a la création des données de base, vous allez avoir les conditions de paiement, vous avez un processus de procurement, vous avez le BPMN aussi qui est à côté, hein, qui vous donne une vision de, bah, on passe par une demande d'achat, on passe après une commande, on a un processus d'approbation, on peut modifier une commande d'achat, on peut faire après le suivi, on peut faire de la modification en masse, on peut faire une réception, l'édition des étiquettes, la vérification d'une réception de marchandises, l'annulation d'une réception, l'analyse des stocks, l'annulation d'un document article, la création d'une facture fournisseur, avec ou sans référence. Alors, d'abord avec une référence à une commande d'achat et après ce qu'on appelle le invoice reduction. Alors, le invoice reduction, il est très peu utilisé. Il est intéressant, mais peu d'entreprises l'utilisent. Donc, pareil, ça vous pose la question de dire, bah, voilà, qu'est-ce que c'est un invoice reduction? Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai une facture en écart? Donc, toujours avec les bonnes pratiques dans SAP, hein, soit je suis sur un montant minimum, je la saisis, j'ai un montant qui est intermédiaire, elle sera bloquée, j'ai un montant qui est trop conséquent d'écart, bah, je ne renseignerai pas la facture dans mon système. Donc là, vous avez vraiment après la partie aussi édition de la complaint, mais la complaint, c'est quand il y a un invoice reduction. Donc voilà, donc là, vous avez quand même une donnée qui vous permet sur un J45 d'avoir quand même une vision quand même assez intéressante de la création de la demande jusqu'à la réception et le contrôle facture. Et surtout, quand on déroule tout le scope item, vous allez aussi avoir des liens après pour la suite. C'est-à-dire que vous faites le J45, bah, la suite, bah, ça va être peut-être le J58 pour la partie encaissement, ou plutôt décaissement avec le fournisseur. C'est comme ça que bah, vous pouvez vous familiariser. Et toujours, je reviens là ici, le point ici qui est super important. Quand vous êtes sur les solutions scénarios, je reviens ici, Process Navigator, que vous soyez sur du Cloud Public Edition ou du Private Edition, quand je positionne sur Public Edition, hop là, donc on a toutes les catégories, je rentre, que ce soit sur du Sales ou n'importe lequel, je rentre ici, je vais avoir les informations. Là, vous allez avoir toujours dans la partie supérieure par line of business, quand vous me dites, bah, tiens, je veux tout savoir sur la finance. Voilà. Donc, c'est la maîtrise de 298 scope items. Ça vous fait quand même quelques heures de travail devant vous. L'autre point qui est important, regardez toujours dans la partie accélérateur. Là, ici, vous avez le Roadmap Explorer, les nouveautés. Alors, pareil, pour vous dire, ah bah tiens, quelles sont les nouveautés dans une 2602? Bah, là, pareil, si vous cliquez ici, il va vous envoyer, alors pareil, c'est un petit peu de lecture, bah, sur toutes les nouveautés sur la 2602. Pareil, What News, qu'est-ce qui est deprecated? C'est important. Autre point, notamment pour ceux qui font le projet. Vous avez ici, pour tout ce qui est les implémentations, gérer les fiscal year variants. Vous avez ici en fait des templates aussi à pouvoir utiliser. Par exemple, si je regarde ici, Process Step Business Rule, donc là, il vous fait aussi dans un petit fichier Excel.
avec tous les business roles qu'il faut avoir par scope item. Donc, quand vous êtes, pareil, sur la méthodologie Activate, il faut dire, ah oui, mais si je dois à chaque fois prendre tous les scope items pour regarder quels sont les rôles, non, vous avez des fichiers qui vous aident pour vous, voilà, hop là, par scope, off. Donc, les finances, les scope items, et vous avez derrière toutes les informations aussi par code là ici, c'est par ici, par code de FI, là c'est Espagnol, c'est Grande-Bretagne, c'est France, avec ce qui est disponible par pays. Vous avez des apps et des scope items qui ne sont pas des fois disponibles pour certains pays. Si par exemple, je regarde ici, hein, je me passe là, le 16R, donc vous avez des choses qui ne sont pas disponibles sur certains pays. Donc, pensez à regarder ça aussi. Donc, ça, c'est plus pour ceux qui font de la gestion de projet. Regardez bien toutes ces informations-là. Pareil, les Il y avait AI. un fichier. Il y avait un fichier que vous nous avez transmis, je crois, sur soit le Drive, soit WhatsApp, qui énumérait toutes les opérations et si on les avait passées avec succès. Tout à fait. Ça existe dans chaque scope item ou c'était juste un exemple de SAP Activate? C'est un exemple de SAP Activate. Ok. Donc, vous avez après toutes les informations qui sont ici. Après, c'est selon les processus. Alors, pareil, hein, je me positionne. Donc, là aussi, ça fait partie des supports que vous devez aussi connaître par cœur. Vous avez tout sur la Roadmap Viewer. Quand on va dans le Roadmap Viewer, donc c'est Activate, hein, quand je dis Roadmap Viewer, c'est SAP Activate. Donc à chaque fois, vous avez ici les feuilles de route. Donc je me mets sur la feuille de route. Première chose que je regarde est-ce que c'est du cloud? Est-ce que c'est du on-prem? Est-ce que c'est un upgrade? Donc pareil aussi, hein, vous pouvez aussi suivre la méthode Activate lorsque vous avez une montée de version. Typiquement, quand vous avez une montée de version, là, comme récemment, sur une 25.08 ou 26.02. Si vous prenez par exemple sur le classique, hein, je regarde ici, méthodologie, pour le cloud ERP, donc je vais ici, et surtout dans la partie accélérateur, ici, si vous allez directement dans accélérateur, vous avez tous les fichiers qui sont ici. Mm. Donc vous avez tous les liens sur les blogs, et ici, tous les documents que vous pouvez, notamment ceux que je vous ai poussés, et tout ce que je vous mets à chaque fois, ça se trouve ici, là. Après, c'est dans le contenu, hein, vous allez voir, il y a, dans les 5 étapes, c'est voilà, dans la partie prépa, il y a 112 phases, dans la partie explore, 82 phases, en realize 145, deploy 20 et run 38. Donc des fois, il y a des contenus plus ou moins riches. Donc là aussi, hein, vous avez tous les éléments. Si vous avez demain, vous êtes sur un workshop, là, vous allez dire comment je le prépare mon workshop. Je vais regarder plutôt ici Fit to Standard Workshop Preparation. Et je vais regarder aussi, voilà, comment je prépare. Ok, je me positionne ici. Tiens, il y a même aussi un RACI. Là, vous dites, c'est génial, j'ai pas besoin de me poser la question de savoir comment je vais construire mon RACI. Je l'ai déjà dans la méthode Activate. Donc, vous avez les éléments pour tout faire. Hein. Donc, dans la méthode Activate, vous n'avez pas besoin d'aller chercher sur le net, est-ce que je vais avoir un template de RACI? Vous l'avez nécessairement, vous avez tous les documents dans dans la roadmap Viewer. Donc voilà, donc vous avez tous les éléments. Après, vous avez juste à les adapter, hein. Et même éventuellement à les repasser derrière dans l'IA. Mais là, en soi, vous avez votre ACI. Donc pour un project manager, vous avez tous les éléments. Donc là, vous avez vraiment, vraiment tout pour y arriver. Est-ce que maintenant, c'est pour notamment les personnes qui avaient énormément de questions, se dire comment on démarre, c'est toujours le même principe. Le plan de formation qui vous a été envoyé par Julie. Vous regardez là ce qui est indiqué, il vous dit là c'est sur la partie FICO. Vous commencez par J58. Je vais tout de suite sur SAP Signavio. Je fais J58. Je commence d'abord par le Learning Hub. Important, je commence d'abord pour le Learning Hub. Ce n'est pas que je vous empêche d'aller sur le bac à sable, mais c'est plus facile d'aller dans quelque chose où vous êtes
plus cloisonné où vous avez aussi surtout les éléments. Là, vous avez ce fournisseur-là, vous avez bien cette organisation-là, vous avez ce groupe d'acheteurs-là, que vous n'aurez pas nécessairement dans la partie du bac à sable. Dans le bac à sable, il n'est peut-être pas là le 10-30. Et s'il y est, c'est parce que tout simplement je l'ai créé ou l'un d'entre vous l'a créé. Mais c'est peut-être pas une photo à l'identique de ce qu'il peut y avoir dans la partie du supplier. C'est pas juste un code, hein. Quand je fais le 10-30, c'est demain, il y a plein de paramètres qui se trouvent soit dans la fiche fournisseur ou dans la fiche article. Un type de planification, une clé de calcul de l'eau, une classe de valorisation, automatique ou pas automatique. Enfin, il peut y avoir plein de petites zones qui font que votre flux se passera d'une certaine façon dans le Learning Hub et se passera d'une toute autre façon dans le bac à sable. La différence près, c'est que dans le bac à sable, si vous avez quelque chose qui semble pas logique, vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite, contrairement au Learning Hub, quand vous allez le suivre, vous allez dire, tiens, c'est bizarre, moi, dans le Learning, là, sur le scope item, il me dit que je devrais plutôt avoir cette valeur-là. Il y a très peu de chances que vous ayez ce problème-là dans le Learning Hub, sauf si quelqu'un est venu dans la fiche du TG0011 et a fait une modification, ce qui reste tout à fait plausible. Mais vous avez plus de chances. Même principe, toujours, je vais chercher le scope item, je fais attention à la version, je vais sur le Learning Hub, je fais un petit mot dans WhatsApp pour dire je fais du procurement toute la journée, et après vous déroulez. Jusqu'au bout. Et après, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez très bien dire je fais le J58 dans le Learning Hub, le J+1, j'essaye de faire le même dans le bac à sable. Et comme ça vous permet de se dire, je regarde dans un premier cas avec le scope item. Est-ce que je suis capable de le reproduire comme ça, à l'aveugle, dans un environnement où j'aurais peut-être pas forcément le même code article, où je pourrais dire, tiens, je fais l'exercice. Mickaël nous a montré comment exporter une fiche article. C'est génial, je vais pouvoir exporter ma fiche article, mon fournisseur, et je vais le réimporter dans l'environnement du bac à sable. Et là, vous dites, OK, donc je sais maîtriser l'export, je sais maîtriser le migration cockpit, et je sais éventuellement maîtriser la masse maintenance. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. On vous fait répéter, mais répéter, c'est éduquer, hein, donc c'est utile. Moi, j'ai une question quand même. J'ai une question. Je suis dans l'environnement SAP S/4HANA, je suis connecté. Il y a aucun. Je viens de passer par exemple de la 25.08 à 26.02. Il n'y a rien du tout qui me dit voilà, on vient de mettre le. Il n'y a pas d'app qui dit voilà, voici ce qu'on veut mettre à jour. On est obligé d'aller dans Signavio. Oui, tu n'auras pas nécessairement ici. Par Joule, peut-être. Ouais. Non. Déjà, il faut déjà que tu aies activé Joule. C'est pas aussi simple que ça, parce que SAP te le vend comme c'est facile à faire, mais les architectes te disent que ça se déploie pas aussi facilement que ça. Joule, après, c'est un conversationnel. Si tu lui parles pas, Joule, il va pas te répondre, hein. Oui, bien sûr. Tu peux avoir il n'y a pas d'appli comme ça, non? Non, alors. Il y a un site où vous pouvez consulter les mises à jour. Alors, c'est pas ce que vous avez un site, vous avez quand vous faites comment elle s'appelle cette tuile-là? Il n'y a pas la simplification list, c'est ça là? Non, ça n'a rien à voir. Non, je crois que je l'avais mis dans le groupe WhatsApp. Il y a une tuile, alors, juste avant de faire la montée de version, vous avez en fait une app qui te liste tout ce qui va changer entre ta 25.08 et ta 26.02. Et donc, il va te dire notamment tous les impacts. Est-ce que tu as par exemple des API? Est-ce que ça va impacter tes API? Est-ce que tu as toutes les tuiles qui sont en deprecated? Donc, oui, tu as une photo avant l'upgrade pour te dire voilà les impacts. Une fois que tu as ça, c'est sûr. Tu n'as pas une tuile à l'intérieur qui va te dire voici toutes les nouvelles fonctionnalités.
Non. Tu vas avoir sur SAP Signavio qui va te dire toutes les nouvelles fonctionnalités. Des fois, tu peux peut-être avoir un petit bandeau, tu sais, orange pour te dire que, Oui, je l'ai vu ça. voilà, Ouais, je l'ai vu. qu'il y a eu une évolution sur l'application, mais ça se limitera à ça. Mm. Est-ce que beaucoup d'utilisateurs se disent, ah, nous, ça nous intéresse de savoir qu'il y a 5 nouvelles tuiles? Honnêtement, Non, ça, je pense pas au niveau utilisateur. C'est vo- surtout au niveau TMA ou AMS. tout à fait. Je sais On est, pas. on est plus dans cette optique-là Mm. où bah, il faut toujours dire à un client, à l'époque, quand on avait déployé, c'était, je crois, on était sur une 23, alors j'ai plus en tête laquelle on avait déployé. On n'avait pas la partie, l'équivalent de la ME91F et ME92F, donc les relances fournisseurs. Mm. Typiquement, bah, si j'avais pas prévenu mon client après pour lui dire, et c'est bon maintenant, cette tuile-là, elle existe et vous pouvez mettre en place la relance fournisseur, bah, rien n'a été mis en place. Tu vois, des fois, Mm. ça peut être ça. Mais Ouais. se dire, si on doit demain dire à un client, vous avez maintenant 50 nouvelles ou 60 nouvelles fonctionnalités et de lui dire, bon, est-ce que si vous avez une app qui vous dit les 60, est-ce qu'il va le faire? Je suis à peu Non. près sûr que non. Oui. Donc, c'est On est plus d'accord. le support qui doit faire ce travail-là, qui va te dire, bah, tiens, ton responsable logistique, ah, il y a une nouvelle fonctionnalité, c'est génial, il faut que je vous la montre. Mm. C'est la différence entre le support dans le cloud public. Le point important, hein, c'est que le support est effectué par SAP. Le support, c'est uniquement sur du standard. Si par Mm. exemple, tu vas avoir, et en plus c'est qu'en anglais, si par exemple tu veux mettre à jour ton CBC, ça, c'est pas du support, c'est de la MS. Oui. Donc voilà, donc, le support niveau 1 est effectué par SAP sur le cloud public. Si tu veux autre chose, t'expliquer des fonctionnalités, t'expliquer comment faire un import de données, faire un export de données, ça c'est de la MS. Ok. Ok, merci. Bah, de rien. J'ai une question également, Michael. Oui. Mais avant, j'aimerais faire du pouce sur la question de Roméo. Là. En fait, dans la vraie vie, quand une entreprise passe par exemple de la 25.02 à la 26, non, plutôt 25.08 à la 26.02, est-ce Uh-huh. qu'ils font est-ce qu'ils font un projet en interne pour retester tout? Alors, on parle du fait que si sont sur du standard, bah, SAP forcément a fait les tests en amont. C'est une, c'est une très bonne question. La réponse, c'est que dans la vraie vie, si on dit au client, vous avez déjà payé un bras et une jambe pour avoir SAP et que tous les 3 mois, vous devez faire appel et recéter tout, je pense que Mm. ça va mal passer. Il faut juste te dire que SAP met à disposition encore une fois une tuile qui te dit voilà les tuiles qui vont être deprecated, les business rules, et donc là c'est tracé et tu fais une mise à jour et c'est fait. Les seuls impacts qu'il peut y avoir sur la mise à jour, c'est quand tu fais soit de la BTP ou sur des API. Donc il te dit attention, là il peut y avoir un effet de bord. Comme toute mise à jour, hein, que ce soit même sur votre ordinateur avec Microsoft ou les mises à jour d'antivirus, bah, des fois, la mise à jour peut provoquer des régressions. Sauf que là, sur le cloud public, si régression il y a, il faut toujours se dire, le cloud public, c'est tout le monde qui utilise la même version. Donc, s'il y a un client qui est pénalisé, tous les autres le seront aussi. Donc, sur le standard, bah, on ne va pas demander au client que vous allez redérouler tous les flux dedans. Donc, on ne fait pas un projet dans le projet. On regarde plutôt, là on en a fait une, hein, là, chez bah, tous les clients, ils nous ont posé la question, listez-nous d'abord tout ce qui peut y avoir un impact, et tout ce qui avait un impact, c'était simple, hein, c'était les interfaces, et uniquement les interfaces. Voilà. Tout le reste, c'est plutôt sur les cas de figure où il faut après expliquer au client. Alors, dans la tuile maintenant, Process Purchase Requisition, bah, vous aviez l'habitude de l'utiliser de cette façon-là, bah, il faut l'utiliser différemment. Ça va être plutôt de l'explication. Mais il n'y a pas de projet. Les mises à jour doivent se faire en automatique, elles se font comme ça. On prévient juste de dire bah, un week-end, il va y avoir une montée de version, on passe d'une 25.08 à une 26.02. Voilà. Donc là, je pourrais aller chez les 2 clients, ou même les 3 clients, la CEB, panier d'essence et AP2E.
on n'a pas fait de plan de test. Vous avez aussi maintenant des outils pour faire du testing dans SAP, donc des outils de massification qui permettent en fait vous mettez les données de base et le système va simuler tous les scope items. Donc ça vous permet de vérifier que tout est bon. Donc non, on ne fait pas un projet dans le projet. Merci. Ma question maintenant, c'était sur le champ purchasing group plutôt. Oui. Comment est-ce qu'on fait la relation entre un employé et le purchasing group auquel il va appartenir? C'est dans la fiche RH? C'est à quel niveau on fait ce lien-là? Entre le salarié, celui qui va passer, parce que là, une fiche employé, le purchasing group, il n'a pas forcément de dépendance, Ok. parce que, prenons toujours le principe, au travers des rôles d'autorisation, là, tu vas le faire, c'est-à-dire que tu peux très bien dire, j'autorise tel ou tel utilisateur, et je ne parle pas d'employé, hein, je parle vraiment d'utilisateur qui a les autorisations pour utiliser tel groupe d'acheteurs, mais on n'affecte pas, hormis pour les rôles et autorisations, le groupe d'acheteurs à un utilisateur. Mais si on fait le lien dans, par exemple, Manage Employee, alors c'est plutôt Maintain, donc ça doit être Employee. Ah non, oui, c'est vrai que là, je sais pas il faudrait que je me donne les droits. Tu as une application qui correspond alors dans le cloud public, mais pour gérer, on va dire, la partie RH, et notamment la saisie des temps, par exemple. Tu vas avoir une fille qui s'appelle Manage Workforce. Là, c'est pas de l'achat, c'est du pur RH. Un groupe d'acheteurs, c'est de l'achat, c'est de l'approvisionnement. Le lien avec un employé, il n'y en a pas. Il est plus en lien avec un utilisateur. Tu peux éventuellement gérer dans la partie Manage Teams and Responsibilities. Donc là, dans cette partie-là, c'est lorsque tu veux mettre en place des processus d'approbation. Donc si je regarde là-dessus, dans SAP, et la classe, c'est que tu vas rattacher, donc dans ce cas-là, plutôt un employé. Et c'est au travers de cette application-là que tu vas créer un lien entre un employé et un groupe d'acheteurs. Là, par exemple, je vais prendre Description, Global ID, Type. Là, c'est pur. Là, c'est pur. Vous connaissez peut-être pas de cette tuile-là, Manage Team and Responsibilities. Non, pas Non, vous. top. Alors, quand vous gérez dans la partie Flexible Workforce for Purchase Order ou pour Purchase Requisition ou pour RFQ, vous avez la possibilité de faire soit du statique. Donc, alors, dans le Flexible Workflow, ce qui est important de se dire, on doit gérer, donc on va dans l'application Manage Workforce ou dans le Private Cloud, on va gérer ce qu'on appelle Maintain Employee, ce qui est l'équivalent d'une PA30. On va créer un employé. Après cet employé-là, on doit le mettre quelque part dans le processus. Alors, cet employé qui va plutôt être un employé approbateur qui va après approuver les commandes. Donc, une fois qu'on a cet employé-là, on peut aller dans la Manage Team and Responsibility, c'est-à-dire qu'on va regrouper pour faire le lien avec un groupe d'acheteurs. Par exemple, là, je vais dire Operational Purchasing. Je vais être ici. Là, je vais dire, là, ça va être, par exemple, pour les tubes. Prenons pour les tubes. Et là, tu vois, je vais avoir, par exemple, mon groupe d'acheteurs. Je vais dire, voilà, pour le groupe d'acheteurs 002, donc là, le owner et surtout le team member. Donc, dans la team member, c'est, hop là, les employés qui sont rattachés à un business partner. Et tu lui dis après derrière, est-ce que lui, c'est... Donc là, ça permet de gérer après la partie Workflow Administration, Operation. Donc là, tu peux gérer les différents liens pour pouvoir gérer après ton workflow. Donc là, en gros, tu crées ton équipe d'approbateurs, Team and Responsibilities. Et après, quand tu vas aller dans la partie Manage Flexible Workflow, tu vas dire qui c'est qui valide. Ben, c'est le team member Tube. Voilà. Bon, ça Donc répond à ma lui, question. voilà, il va faire le lien groupe d'acheteurs, employé. Alors, toujours, hein, c'est un triptyque. C'est l'équivalent d'une SU01 qui fait le lien avec un BP qui fait le lien avec un employé. Donc là, non, c'est SU01, PA30
BP. Dans le cloud public, la PA30 n'existe pas. Donc, c'est vraiment la tuile qui s'appelle Manage Workforce. Et il y en a une autre qui s'appelle Manage ou Maintain Employee, qui est l'équivalent de la PA30. Mais pour gérer cette partie-là, à la différence près que le point important, cette tuile-là, c'est vraiment que pour les workflows. Si vous voulez gérer du RH, SAP veut dire c'est Success Factor pour la partie HR. Mais pour la question, le groupe d'acheteurs, s'il est rattaché à un employé, bah, c'est au travers de cette tuile-là ou à travers les autorisations. Très bien. Merci. Donc c'est aussi un Manage Flexible Workflow. Nouveauté aussi, c'est accéléré. Vous oubliez ce que vous faisiez avant avec votre CT04 et votre CL02 pour gérer les workflows dans la partie purchasing. Ça existe toujours, mais on ne le fait plus. D'autres questions? Oui, j'ai une question. Oui. Bonsoir. J'ai une question qui sera peut-être un peu bête, je ne sais pas. J'arrive pas à faire la distinction entre il y a le module, le practice system où je vois Rachida et Lionel remonter en demandant qu'il y a des personnes qui sont connectées, qui doivent quitter une tuile Oui. et la différence avec le cloud public. Est-ce qu'il s'agit du même système? Est-ce que l'autre système, c'est le système qu'on passe par le Learning Hub de SAP? J'arrive vraiment pas à faire la distinction, mais il semblerait que ce système de practice system qui permet de travailler sur le Learning Hub là, il est préférable de commencer par là avant de passer au cloud public. Mais je ne sais pas comment y accéder, je comprends pas le principe. Alors, c'est la distinction entre le practice system. C'est un système qui est encadré avec tous les scope items de SAP, y compris les licences additionnelles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Learning Hub. Practice System, Learning Hub. Disponibilité de l'ensemble des données de base sur la 10.10 et la 17.10, ce qui permet de dérouler des flux dans leur intégralité avec les scope items. Quand tu entends Learning Hub, c'est Practice System. Lorsque le reste, c'est ce qu'on appelle un bac à sable. Donc, c'est un environnement plus pour les consultants qui sont autonomes. Donc, c'est un environnement dans lequel tu n'as pas les licences additionnelles, où tu as bien sûr les scope items, mais attention, tu n'auras pas la 10.10, tu n'as pas les données structurées. Tu vas avoir des données qui sont non structurées. Encore une fois, c'est des environnements, un environnement de bac à sable, c'est vraiment pour faire un niveau de pratique sans parachute. C'est-à-dire que tu dis, bah, tu t'entraînes tranquillement sur les environnements de démo SAP, tu sais dérouler, et tu dis maintenant, je suis autonome, je n'ai plus besoin d'avoir le code article TG0011, je vais me créer mon propre article, je vais créer mon propre fournisseur et je vais dérouler moi-même le J45. Ça, c'est un bac à sable. Un bac à sable, tu n'as pas forcément. C'est un environnement qui est vide, dans lequel les consultants peuvent dérouler, faire des démos, s'entraîner, sans être parasités par je dirais pas parasités, être contraints par les scope items. Donc, tu peux dérouler, c'est pour ça que tu as un environnement qui s'appelle une 2021 et une 2602 bac à sable. Donc ça, c'est les liens où tout le monde peut se connecter, où il faut me donner un numéro pour que je donne les accès. Donc, c'est un environnement qui est mis à disposition. Les autres qui sont sur le Learning Hub, il peut y avoir que. Alors maintenant, on va avoir 4 environnements au total à partir du 1er mars. Donc, ça a été validé. Donc, c'est là où je vais sur le Learning Hub. Practice System Learning Hub. Et après, si tu te Est-ce sens que, à l'aise, tu peux aller sur l'autre. Oui. est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez dérouler un peu comment on y accède? Vous avez eu le S-User, Eline? Ou pas encore? J'avais demandé le S-User à Julie.
il y avait eu un souci, j'avais remonté, elle m'avait effectivement confirmé qu'il y a un souci parce qu'on avait une adresse email générique et que Ah, SAP c'est bon, c'est demandait une résolu. adresse email bien Non, mais spécifique. c'est résolu, je t'envoie tout ça. T'inquiète pas, c'est bon. Ok. Ok. Non, non, on a eu du souci au démarrage, mais là, on peut te les envoyer. Donc là, pour accéder au Learning Hub, je vais te donner les users. Voilà. Donc tu vas pouvoir pratiquer dès demain. Ok, merci. Pas de rien. Non, non, faut pas hésiter à relancer Julie, parce que après, c'est comme tout. Donc, c'est pas comme tout bénévole, elle n'est pas tout le temps devant son ordinateur. Elle a aussi un travail à côté. Enfin, Non, surtout un travail à ok. côté. Donc un petit mail, elle est plutôt mail, elle regarde jamais WhatsApp. C'est moi qui Du regarde coup, avec WhatsApp. ce S-User-là, je me connecte sur le Learning Hub Tout à et fait. là, je peux avoir au Practice System, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Donc tu vois, tu arrives ici ou sur le Learning Hub, hein, tu vois, et tu as juste à, voilà, si tu veux faire du procurement, voilà, c'est du procurement. Si par exemple tu voulais faire, je vais ici, Practice System, donc quand tu arriveras ici, là tu tapes un mot-clé, tu dis bah tiens, je veux faire plutôt de la partie sales, donc tu tapes par exemple sales. Après tu dis bah tiens, je veux regarder uniquement sur du cloud, donc je choisis cloud. Et là, tu as tous les environnements de démo. Donc là, par exemple, c'est du private. Là, tu dis, bah tiens, ici, pour faire de la configuration. Donc tu vois, tu as juste à cliquer dessus. Et voilà. Si tu cliques sur Enroll, il va te dire, j'ai aujourd'hui, donc il faut, comme il y a quelqu'un qui a lancé, on ne sait toujours pas qui a fait celui-ci, il faut que je demande qu'on le désactive. Il n'y a que là, c'est-à-dire que tu fais ça. Tu fais le petit mot, bien sûr, le matin pour te dire, je fais du Learning Hub aujourd'hui. Et donc, ça permet de dire, bah, voilà, que c'est toi qui es connecté aujourd'hui. Donc, tu fais, par exemple, là, ici, je fais Remove. OK. Hop. Le système va se générer. Et dès que tu vas voir le bouton Access, tu fais Access, Access. Et là, tu accèdes à un environnement cloud public pour pouvoir pratiquer. Et là, tu peux Ok. pratiquer toute la journée. Ok. Vous C'est aussi confirmez simple que que ça. si, pardon, Je confirme que que si on sort et on revient demain, on retrouve nos données? oui, c'est sur la même machine, oui. Ok, Non, parce qu'à chaque fois, peut-être que le user sera différent, mais les machines, je suis à peu près sûr qu'elles sont les mêmes. Donc, après, oui, parce que moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, je me suis toujours retrouvé avec mes codes. Bah, attends, on peut faire le test. Toc, là, close. Donc, remove. Je fais là, ici. Je vais chercher, toc, là, on l'a fait, procurement. On a dit que c'était donc sur du cloud. OK. Je vais ici. Donc, à chaque fois, le même principe, hein. Je clique sur Enroll. Je fais confirmer. Le système génère automatiquement l'environnement. Je clique sur accéder. Access. Donc là, il génère automatiquement l'environnement pour pouvoir pratiquer. Et donc là, on va regarder. Moi, j'avais le user, donc on va regarder que j'avais créé. Moi, j'ai utilisé le A176. Tu vois, regarde. Il m'ordonne bien le A010076. ok. On va pousser le vis Il n'y a jusqu'au plus bout, aucun hein. doute là. Bah tu vois, regarde en plus. Tu Il y a vois, même les. il a ton historique. Et tu Ok, vois, il a même aussi un jour, 2 jours, tu vois, depuis. Voilà. Donc impeccable. il te réactive et il te conserve bien ta session jusqu'à je crois alors la période, il te dit le nombre c'est jusqu'au 1er mars. Available, voilà. Le 1er mars, c'est purgé. Parfait. Et donc, Lynn, moi, je t'envoie cet accès-là. Donc, point important, le 1er mars,
il y aura un nouveau S-User. Donc, on aura maintenant 2 S-Users. Donc, ça veut dire au total 4 environnements de démo. Donc, à chaque fois, hein, Merci. bah, de rien, nous, à chaque fois, c'est 100% réinvesti. Donc, j'aimerais bien, dès qu'on a un petit peu de sous-sous dans la poche, ça évitera de faire le banquier. Pour l'instant, c'est moi le banquier de l'association. Le bienfaiteur. Donc, d'autres questions? Non, j'en ai une rapide, mais bon. Est-ce qu'il existe la fonctionnalité comme dans ECC, je fais F1 et je peux taper et je peux aller arriver dans le Spro? Non. Non, Non. dommage. Alors, pour Enfin, sur le accéder, CDC, quoi. le CVC, c'est Manage Your Solution, mais il n'existe Mm. pas d'autres extensions. Quand tu es sur du private, tu as aussi le CBC. Et quand tu es sur une solution, tu as les mêmes fonctionnalités. Si par exemple, je prends sur une 2021, sur celle-ci, tu toques là. Tu peux faire là, tu peux faire tes manips pour accéder alors, au WebGui, hein. Alors, je pense que vous le toc là, je vais en prendre le toc. Recent Activities. Si je prends. Donc, tu vois, ici, c'est comme si tu étais sur du GUI, et donc tu as les fonctionnalités parce que tu as la command line qui est ici. Donc, si je veux faire Ok. Spro, là, je peux y accéder de cette façon-là. Et donc, je peux avoir, si je veux taper SSSD, par exemple, si je faisais SD01, certaines transactions, elles n'existent plus parce que je crois qu'on avait des raccourcis. Alors, si, tu dois avoir, par exemple, si je fais WEDI, alors, je suis pas sûr que tu vois, il y a des choses qui fonctionnent pas forcément, tout n'a pas forcément été répliqué dans le WebGui. Parce que typiquement, quand on faisait WEDI, tu vois, tu arrives ici, bah si, tu arrives quand même à avoir un menu sur Fiori Mm. du WEDI. Ok. Donc ça, c'est sur le bac à sable avec de la 2021. Voilà, je pense que Ok. c'est une 2021, je vais regarder. Bah, moi, c'est fini pour ce soir. Donc, Merci Lynn, beaucoup. je te pousse le S-User avec les informations. Ok, merci. Pas de rien. Bah, sur ce, Merci. je vous souhaite une très bonne Bonne soirée. soirée Bonne et à soirée. demain soir. Oui. Merci beaucoup. Pas de rien. Bonsoir. Merci, à demain, bye bye. Bonsoir. Bonsoir.